Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les écoles hors contrat sont-elles hors de contrôle? 80 000 élèves en France fréquentent actuellement les 1700 établissements privés hors contrat, dont 30% ont un caractère confessionnel déclaré. Point noir, il serait difficile d'y voir clair dans leurs projets pédagogiques. Une récente enquête du Comité national d'action laïque, ou CNAL, pointe de graves dysfonctionnements dans le contrôle de ces établissements, notamment le manque de transparence des inspections académiques. On fait le point aujourd'hui avec Rémi-Charles Sirvent, secrétaire national du syndicat SE UNSA Laïcité, École et Société, et secrétaire donc général du CNAL. Il nous accompagne en visioconférence. Bonjour Rémi-Charles. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Ma première question est assez simple. Est-ce que vous pouvez définir pour nous une école hors contrat ? Une école hors contrat, c'est une école qui accueille des élèves qui pourtant ne suit pas les programmes de l'éducation nationale. Mais en disant ça, je voudrais faire une précision. Toutes les écoles, qu'elles soient publiques, privées sous contrat ou privées hors contrat, même si elles n'utilisent pas le même cheminement pédagogique, doivent aboutir à quelque chose qui est réglementaire, c'est l'accomplissement, c'est la poursuite des objectifs du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ça, ce sont les standards éducatifs au niveau français, ça se représente sous d'autres formes au niveau européen, mais les objectifs d'enseignement pour tous les lieux de scolarité sont les mêmes. Donc une école hors contrat, c'est une école qui ne bénéficie pas de financement de l'État, en principe, parce qu'on va voir que par le biais de dons défiscalisés à des fondations qui les alimentent, il y a des financements indirects de l'État. Ça amène d'ailleurs quelques problèmes en termes de laïcité. Mais c'est des enseignements qui sont destinés à accomplir leur socle commun. Nous, on a vu à travers notre enquête qu'il y avait quand même beaucoup à faire pour garantir le droit de chaque enfant à une instruction de qualité qui respecte véritablement ces piliers éducatifs, ce socle commun. On va en parler évidemment, Rémi-Charles Sirvent. Entre 2010 et 2021, le nombre d'établissements privés hors contrat a fait un bond de presque 110%. Comment vous expliquez-vous un tel engouement pour le hors contrat ? Est-ce que vous avez une explication ? Alors, premièrement, il y a beaucoup d'établissements hors contrat qui ouvrent, il y en a d'autres beaucoup qui ferment parce que c'est quand même assez compliqué de trouver des financements. Les parents n'ont pas une bourse illimitée pour payer les enseignants, donc beaucoup qui ouvrent, beaucoup qui ferment. C'est très difficile d'avoir un décompte tout à fait fiable, mais il y a quand même quelque chose d'indéniable, c'est que autant on a vu une augmentation sur l'instruction en famille, on a vu la même tendance sur l'enseignement privé hors contrat. Les arguments qui sont déployés à l'égard des parents sont convaincants parce qu'on leur dit par exemple que dans l'école publique, leur enfant ne trouvera pas leur compte, qu'il va être formaté, qu'on ne s'adaptera pas à lui. Dans ce qu'on a pu voir, nous, à travers les rapports d'inspection, c'est-à-dire que ces écoles sont généralement contrôlées, des inspecteurs de l'éducation nationale vont dans ces écoles, font des observations. Alors voilà, Rémi-Charles Sirvent, je me permets de vous couper, expliquez-nous donc concrètement comment se passent ces contrôles, qui s'occupe de l'inspection de ces établissements, expliquez-nous comment ça marche. Ce sont des inspecteurs de l'éducation nationale du premier et du second degré qui se rendent dans ces écoles. Alors, réglementairement, une fois obligatoirement la première année. Ensuite, c'est sur une période plus ou moins large, pouvant aller jusqu'à 5 ans en fonction des désordres observés. Et ils vont simplement voir deux choses. Premièrement, si les enfants sont bien traités, s'il n'y a pas de risque psychologique ou de risque physique, s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public et si les enfants sont en situation d'enseignement. On a vu des écoles où les enfants travaillaient, où ils n'apprenaient rien, par exemple. Il y a aussi un autre regard, c'est-à-dire est-ce que le socle commun est poursuivi ? Et s'il ne l'est pas, qu'est-ce qu'il manque pour qu'il le soit ? Voilà comment se déroulent les inspections. Et vous, quelles sont vos missions au CNAL alors ? C'est à vous de vérifier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ces conditions de scolarité ? Non. Nous, on est une organisation laïque qui s'attache à défendre et promouvoir la laïcité à l'école. Donc après un travail sur la laïcité en 2018, sur la gratuité en 2019, ce sont les piliers de l'école. On s'est attaché à travailler sur l'obligation d'instruction en 2020 en s'attachant à regarder ce qui se passait dans les établissements privés hors contrat pour voir si les enfants qui étaient scolarisés bénéficiaient d'un droit à l'éducation qui était convenable.
Voilà, c'est à travers ça qu'on a récupéré près de entre 160 et 170 rapports d'inspection d'établissements privés hors contrat, ce qui fait entre 9 et 10% des établissements français, ce qui est un échantillon représentatif et ce qui nous donne légitimité pour faire des conclusions, des préconisations au pouvoir public pour améliorer la situation scolaire des enfants qui y sont enseignés. Ça paraît très peu, tout de même, Rémi-Charles Servan, seulement 10%. Eh bien, rares sont les sondages qui recueillent 10% d'un échantillon représentatif. Donc, pour nous, c'est significatif. Ça nous a permis de voir, avec ces 10% des écoles, qu'on avait des éléments réglementaires à apporter pour garantir aux enfants. Nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est le droit des enfants à bénéficier d'une éducation de qualité. On se rend compte qu'ici ou là, on en est loin. Quelles informations ces rapports sont-ils censés fournir, en tout cas ? Il montre si, je viens de le dire, si les éléments du socle étaient enseignés. Quand on s'aperçoit dans une école que le langage numérique, par exemple, n'est jamais enseigné, que les enfants ne font jamais d'éducation physique, jamais d'art, que les sciences, notamment dans les écoles religieuses, que les sciences de la vie et de la terre notamment, sont enseignées de manière très, très légère, ou bien que l'histoire est revisitée, alors oui, on pense que le droit des enfants n'est pas respecté. Et ça, comment vous l'avez constaté? Des exemples concrets là que vous nous donnez? Je ne vous entends pas. Ces exemples-là, comment vous les avez constatés? Une matière qui serait plus ou moins bien enseignée ou qui ne serait pas du tout enseignée d'ailleurs. Comment vous les avez constatés, ces exemples-là? À la lecture des rapports de visite des établissements hors contrat, parce que des inspecteurs l'écrivent. On apprend que les élèves ne font pas de sport. On apprend que des élèves ne font pas d'art. On apprend que ce qui est enseigné en histoire ne correspond absolument pas à la réalité historique, par exemple. Ça, ce sont des choses qui existent. Ou bien, on sent bien que l'enseignement religieux se superpose, devance l'histoire. Donc, le rôle de l'école, c'est de faire le discernement, d'amener les élèves à faire le discernement entre croyance et connaissance. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de situations, la croyance est mise en avant par rapport aux connaissances. Donc ça, oui, ça pose un problème. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les inspecteurs de l'éducation nationale qui sont habitués à aller dans des classes de l'enseignement public, de l'enseignement privé sous contrat, et ici de l'enseignement privé hors contrat, pour observer ce qui se passe dans une école. Donc nous en faisons état. Et quelles sont vos recommandations alors au CNAL justement? Est-ce que ça passe par augmenter le nombre de contrôles? Est-ce qu'il faut agir davantage en amont selon vous, c'est-à-dire au moment de la création peut-être de cette école privée hors contrat? De la même manière que le législateur a choisi de passer pour l'instruction en famille d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation, il nous semble nécessaire que pour ce qui concerne les établissements privés hors contrat, ils bénéficient d'une autorisation pour pouvoir ouvrir. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que des établissements ouvrent sur simple déclaration, mais qu'ils n'ont absolument pas ni les moyens matériels pour enseigner, ni les moyens humains pour enseigner. Donc, dès lors, les pouvoirs publics, en gardant un système de déclaration, se trouvent en situation de fait accompli. On demande aussi que, dès lors que des inspections font état de carences éducatives, c'est-à-dire que des enfants ne bénéficient pas de tout ce qui leur est nécessaire pour leur construction personnelle et leur réussite scolaire, eh bien, le préfet puisse ordonner la scolarisation des élèves dans un autre établissement. On demande aussi que l'établissement puisse prouver à l'avance qu'ils ont tous les moyens personnels, tous les moyens matériels pour enseigner. Ce qu'on demande aussi, c'est aux parents qui souhaiteraient scolariser leur enfant dans un établissement hors contrat, de demander l'historique des rapports de visite. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaît jamais sur les sites internet ou bien comme argument pour attirer les parents, mais on y apprend beaucoup de choses. Donc, la principale chose que nous demandons en définitive, c'est de passer d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation pour de telles écoles. J'aimerais rebondir sur ce que vous nous dites, Rémi-Charles Servan, comment ils communiquent tous ces acteurs, on va dire, puisque une école c'est aussi une collectivité, comment interagissent l'État, l'éducation nationale, les collectivités, ces chefs d'établissement qui créent ces écoles-là, comment ils communiquent actuellement? Écoutez, je vais simplement vous donner un exemple. Sur le document de déclaration d'ouverture d'une école,
pour remplir la case objet d'enseignement, c'est-à-dire le but de l'enseignement, il n'est absolument pas nécessaire de fournir le projet pédagogique de l'établissement pour ouvrir, alors que c'est le cœur, c'est la raison d'être d'une école. Il s'agit d'écrire que l'école va poursuivre le socle commun. C'est tout ce qu'on demande. À aucun moment, le projet pédagogique n'est demandé. Tout ça pour vous dire qu'en définitive, les relations que vous indiquez, le dialogue que vous indiquez est assez succinct en définitive. C'est très succinct. Est-ce que c'est vrai pour toutes les écoles, Rémi-Charles Sirvent, pour celles, en effet, je le disais, 30% ont un caractère confessionnel déclaré. Est-ce que c'est vrai, on parle aussi beaucoup actuellement des écoles Montessori, avec le label Montessori. Voilà, ce contenu pédagogique-là qui n'est donc pas, en tout cas, déclaré ou pas mis en avant par ces écoles-là, ça peut concerner tout le monde ? Et nous, on a vu des écoles musulmanes qui avaient un label Montessori. Le label Montessori n'est pas véritablement protégé. Tout le monde peut ouvrir une école Montessori. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe une fois que l'école est ouverte ? Qu'est-ce qui se passe dans les classes ? Les parents y ont un peu moins accès. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que les parents puissent demander, par exemple, les rapports d'inspection pour avoir un autre son de cloche, j'allais dire, pour que des experts de l'évaluation des enseignements, pour voir ce qui est dit par ces experts-là, c'est-à-dire les inspecteurs. Donc nous, voilà, ce qu'on a voulu faire à travers cette enquête, c'est essayer d'avancer, de faire davantage de transparence, essayer d'avancer vers davantage de droits pour les enfants, de manière à ce qu'aucun enfant qui est scolarisé dans notre pays soit écarté des enseignements obligatoires. On espère à travers ça qu'on pourra contribuer à élever le niveau éducatif de tous les élèves qui sont enseignés dans l'enseignement hors contrat. Vous savez, on a pu repérer à travers les 164 rapports, puis d'autres sont venus après la conclusion de notre étude, qu'il y avait sur les 164, 3 établissements qui étaient excellents. Ensuite, il y a un ventre mou, 30%, avec des rapports qui sont ni bons ni mauvais, et une autre moitié où des enseignements ne sont pas dispensés. Donc, clair au pouvoir public pour renforcer les contrôles a priori, notamment en demandant que le projet pédagogique fasse partie des documents obligatoires à l'ouverture de l'école. Enfin, les pouvoirs publics, en ne demandant pas le projet pédagogique, ne connaissent pas l'inspiration philosophique, religieuse, pédagogique et spirituelle des écoles. Et c'est très difficile, une fois qu'elle est ouverte, de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on a besoin d'avoir ce projet pédagogique à l'ouverture. On a besoin aussi de passer, comme je le disais, d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. Eh ben c'est très clair. Merci beaucoup Rémi-Charles Sirvent d'avoir répondu à nos questions à distance. Aujourd'hui, nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes le secrétaire national SE UNSA, laïcité, école et société, le secrétaire général du CNAL. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très bientôt dans un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous et à très vite.